Ok, donc on est parti. Donc l'exercice numéro 7-9. Donc c'est un exercice extrêmement simple sur finalement les problèmes d'énergie potentielle. D'accord. Donc on avait vu le Lennard-Jones, c'est un peu le même type de choses. D'accord. Donc vous avez un potentiel qui a cette forme-là. D'accord. Voilà. Et on vous dit finalement qu'est-ce qui va se passer pour un skieur ou une boule qui va se retrouver selon différentes énergies. Donc vous avez l'énergie, ils mettent l'énergie E0 qui est ici. Hein. Vous avez E1 qui est là. Et puis vous avez... alors attendez, non, c'est inversé. E1 qui est là-haut. Vous avez E2 et E3 qui sont là. Bon, alors ça, tout le monde a l'intuition de ça. Je ne sais pas quel jeu vous avez pu jouer dans votre vie qui correspondent à ça. Mais enfin, essentiellement, vous avez bien l'idée que si vous lancez une bille, par exemple, qui va venir de là avec une énergie E3, bon, intuitivement, vous savez bien qu'elle va arriver là, elle va remonter sur le bord, puis elle va repartir. Bon, ça, c'est évident, vous avez tous fait du vélo, hein, vous avez tous fait ce jeu-là. Alors, si vous lancez une particule à énergie E2, là, vous avez différents choix. D'accord. Donc ça, c'est pour l'énergie E3. Alors, il est évident que vous ne pouvez pas lancer une particule avec l'énergie E3 dans le puits, hein, puisque dans le puits, l'énergie est forcément plus grande que E3, puisque dans le puits, E3 est plus petit que l'énergie du bas du puits. Donc ça, vous ne pouvez pas. Et puis, tel que c'est dessiné, par contre, vous pouvez la lancer de la gauche. Alors, si vous la lancez de la gauche, vous avez le même phénomène, elle va remonter jusqu'à E3, puis elle va redescendre là. Okay. Donc elle va faire ça et ça. Donc ça, c'est pour E3. Alors pour E2, si vous la lancez de la droite ou de la gauche, vous avez exactement le même problème, parce que finalement, elle va remonter jusqu'à E2, puis elle va redescendre. Hein. Elle n'a pas assez d'énergie pour passer E2, pour passer le truc, si vous voulez. Donc elle va à nouveau faire la même chose de ce côté, puis elle redescend. Okay. Donc ça, c'est assez intuitif, hein, donc ça pose pas de problème. Par contre, cette particule, on peut la mettre au fond du puits, d'accord? Parce qu'elle a une énergie, vous voyez, l'énergie E2 est plus grande que le fond du puits. Donc ça a un sens de venir la mettre maintenant dans le puits, dans le fond du trou qui est là. Et si je la mets au fond du trou, ce qui se passe, c'est qu'elle va se mettre à osciller au fond de mon trou. D'accord? Ça, c'est l'énergie E2. Alors évidemment, l'intuition qu'on en a, c'est vous prenez un bol, vous mettez une bille dans le bol, et vous voyez qu'elle se met à osciller comme ça en permanence au fond du bol. Alors, dans notre intuition quotidienne, évidemment, au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Alors pourquoi elle s'arrête? C'est parce que dans la vraie vie, l'énergie mécanique ne se conserve pas, simplement parce que dans la vraie vie, il y a des frottements. Donc comme il y a des frottements, au bout d'un moment, la particule va s'arrêter au fond du bol. D'accord. Elle perd son énergie totalement et elle s'arrête au fond du bol. Mais dans un système qui est complètement non dissipatif, d'accord, eh bien la particule va continuer indéfiniment d'osciller au fond du bol. Ok. Alors si maintenant je me mets avec une particule qui a une énergie E1, alors là il va se passer des tas de choses. Mais en fait l'idée c'est qu'elle a tellement d'énergie qu'elle ne va jamais s'arrêter au fond du bol. D'accord. Donc si je la lance dans un sens ou dans l'autre, elle va faire la chose suivante. Elle va arriver là, puis là elle a encore de l'énergie cinétique. D'accord. Donc elle fait ça, puis elle continue. D'accord. Donc ça c'est l'énergie E1. Et puis pareil, si je l'envoie dans l'autre sens, ça va faire la même chose. Ok. Donc elle a suffisamment d'énergie pour passer les deux maximales sans s'arrêter, et elle va continuer à filer. Donc ça, dans l'exercice de Lennard-Jones qu'on avait vu, ça serait l'équivalent d'un état délocalisé, d'accord. Donc notre particule arrive et elle continue. Alors, ça c'était la question 1. Donc pour savoir où on en est sur la question 2, eh ben, il faut qu'on calcule pour
l'exemple concret qu'il nous est donné, si on met des chiffres sur ce que valent l'énergie de nos bosses et ce que valent l'énergie cinétique. Donc d'abord, l'énergie cinétique de notre skieur, on va trouver 1000 joules. L'énergie E1, on trouve 1500. Ah non, c'est la petite, excusez-moi, on trouve 785 joules. Et l'énergie E de la deuxième bosse, si vous voulez, E de la première bosse. Attendez, je vais l'écrire différemment parce que les 1, vous allez confondre. Le 1, c'est la première bosse. Alors on va écrire l'énergie potentielle de la grosse bosse. Vous trouvez que c'est 1570 joules. Et l'énergie potentielle de la petite bosse, vous trouvez 785 joules. Donc vous voyez, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas précis, vous êtes dans un cas où l'énergie ici va lui permettre de passer cette bosse, mais pas celle-là. Donc la particule va faire jdong, puis elle va reculer après comme ça. Ou si vous partez de la gauche, elle va s'arrêter là, elle ne va pas remonter jusqu'en haut et elle va reculer. Okay. Alors, troisième cas, ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce qui change dans le paysage de l'énergie potentielle si on considère maintenant une skieuse de 50 kg, d'accord. Et bien l'énergie potentielle, elle est simplement multipliée par 50, 80. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous avez une énergie qui est potentielle qui est multipliée par 50 sur 80, les bosses, elles vont baisser de 50 sur 80. Mais comme l'énergie cinétique est aussi proportionnelle à la masse, en fait, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un problème de savoir si vous allez passer des bosses quand vous êtes sur un vélo, par exemple, que vous soyez lourd ou léger, à la fin, ça ne change rien pour le fait que vous passez ou pas les bosses. D'accord ? Parce que la bosse intervient, le masse intervient à la fois dans l'énergie potentielle et dans l'énergie cinétique. Ok ? Donc maintenant, l'exercice 7-13. Donc le 7-13, c'était un exercice qui portait sur les problèmes de mouvement à force centrale. Okay. Donc les mouvements à force centrale, on les écrit sur la forme, donc F est égal à K fois R puissance N fois moi je vais l'écrire comme ça, hein, parce que j'aime pas les E. Voilà, donc pourquoi il a force centrale ? Ben, simplement, vous voyez qu'ici, il est porté par Uro. Et ça, quand vous êtes porté par Uro, Uro c'est un vecteur qui relie le point O au point M. Donc c'est bien un mouvement à force centrale. Vous avez montré en terminale que les mouvements à force centrale, ça c'est la loi de Kepler, je ne sais plus la combienième c'est, mais la loi de Kepler vous montre bien qu'un mouvement en force centrale vous donne des trajectoires qui sont des coniques. D'accord ? Donc des coniques, vous avez 3 types de coniques. Vous avez des ellipses, des hyperboles ou des paraboles. C'est pour ça que les mouvements des planètes autour de leur étoile sont des ellipses qui en général sont relativement circularisées, donc elles sont très proches des cercles. Donc la première question qu'on vous posait, c'était montrer qu'une telle force dérive d'un potentiel dont on donnera l'expression. Bon, là c'est assez trivial parce qu'on vous demande de montrer simplement
que F est égal à moins gradient V. D'accord. Alors ça c'est évident parce que on vous dit que F c'est moins K puissance Rn, et la dérivée qui montrait qu'une puissance c'est dérive et la dérivée d'une fonction, ça c'est évident, parce que vous savez tous prendre la primitive d'une loi de puissance, et vous trouvez de façon évidente que le potentiel c'est égal à K sur N plus 1, R puissance N plus 1. D'accord, avec éventuellement un moins qui va bien ici pour qu'on trouve le bon signe. Et à ce moment-là, si vous remettez ce qui va bien, vous trouvez bien que le gradient de V, moins gradient de V, vous donne bien la force que vous voulez. Ok. Alors je vous rappelle que le gradient en coordonnées sphériques, alors ça je ne sais pas si vous l'a donné monsieur l'abbé, mais le gradient en coordonnées sphériques, la première coordonnée c'est D sur dr. C'est mal écrit, je vais vous le réécrire. Alors vous avez d'autres coordonnées sur θ FI, mais elles ne sont pas très intéressantes. Alors pour un ressort, vous savez que la force, c'est essentiellement un truc qui va être en K, X, UX. Donc c'est exactement ce qu'on avait comme expression. Et vous savez que le potentiel, c'est moins 1/2 de Kx au carré. On va revoir ça tout de suite. Ok. Donc vous voyez tout de suite l'analogie entre les deux cas. Dans le ressort, vous faites la même chose, mais avec n égale 1 en fait. D'accord. Alors, question 2. Je vous trouve bien silencieux, hein. Si vous voulez intervenir, c'est le moment. Donc on propose K plus grand que 0. Et on vous pose des questions, on vous dit cette particule, est-ce qu'elle peut se trouver dans un état libre ou dans un état libre? Et elle peut se trouver au point R égale 0. Bon, on va tracer le potentiel, hein, tout bêtement. Donc on va quand même se limiter au R positif, hein, tant qu'à faire, ça sera plus logique. Donc si K est positif, en fait, vous voyez que bon, R puissance N plus 1, avec, je suppose que N est positif dans leur histoire, moins K puissance R puissance N plus 1, c'est un truc qui part vers le bas. Alors, il est un peu raide. C'est ça. Donc vous voyez que dans ce cas-là, on n'a que des états qui sont délocalisés. Ok. Et là par contre on a ici en R égale 0, on a un équilibre instable. Qui c'est qui est en train d'écouter de la musique ou de faire quelque chose? Bon, ça c'est le cas A. Cas B, on a K qui est négatif. Je trace même chose. Le potentiel R. Cette fois-ci, le potentiel a cette forme-là. Donc là, par contre, on a des états localisés, puisque la particule, elle tombe
dans le fond du puits. D'accord. Et à ce moment-là, on a ici, en R égale 0, un équilibre stable. Alors attendez, reprendre les questions. Attendez, j'entends pas bien. Qui c'est qui veut poser une question? Alors attendez, je vais peut-être faire un autre truc pour vous entendre parce que là j'entends pas du tout. Alors, je vais peut-être bougez pas parce que là j'entends super haché. On va peut-être couper ce micro et en mettre un autre. Attendez, bougez pas. Essayez de parler là. Alors, essayez de pas dire. Ouais, mais j'ai plus de son du tout là. Ah, si là je vous entends. Après, je vous entends par où? Je ne sais pas par où je vous entends. Attendez, bougez pas. Allez-y là. Allez-y, hein. Allez-y, hein. Allez-y, hein. Allez-y, hein. Allez-y, hein. J'ai un écho d'enfer. J'ai encore de l'écho là. C'est affreux. C'est affreux. Là, est-ce que vous m'entendez? Ouais, là, j'ai moins d'écho. Quelqu'un voulait poser une question? Ouais, mais là, j'entends rien. Qui c'est qui voulait poser une question? Ouais, là, j'entends quelqu'un. C'est qui? Clément? Ok, c'est bon. Donc là, c'était. Alors maintenant, si vous faites la même question pour une expression qu'on vous demande, donc on vous pose l'expression. Allez. La même question pour un potentiel qui a la forme. Une force qui a la forme F est égale à K sur R puissance N U plus rho. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement à quoi ça vous fait penser comme force? Est-ce que quelqu'un a une idée rapidement? Non, personne ne voit une force qui ressemble à ça. Pardon, là? L'accélération? Non, enfin oui, si c'est pas complètement faux ceci dit, ce que vous dites, c'est il y a de l'idée, c'est presque ça. Enfin c'est pas faux ce que vous dites, mais une force toute bête, un truc que vous connaissez tous. Quels sont des... Putain, pourquoi je vous entends super haché? C'est galère ça. Alors, une force qui est entre deux charges, c'est quoi par exemple? Entre deux particules chargées, c'est quoi la force? Bah alors,
Alors, je vois quelqu'un qui parle, mais j'entends pas. Je monte mon son quand même. Ouais. La force électrostatique, exactement. La force électrostatique, c'est un truc qui va varier en 1 sur R carré. D'accord? Donc c'est l'exemple le plus évident de ça. Et puis vous avez aussi la, la force gravitationnelle, d'accord? Qui est aussi en 1 sur R carré. Donc c'est G grand M petit m sur R carré, ou pour la force électrostatique, c'est Q1, Q2 sur R carré. On sait. Bon, donc là c'est la même chose, hein, simplement on cherche F égale moins gradient V. Bon ben là c'est trivial, c'est un truc un peu plus compliqué, c'est une primitive du R puissance n. Bon, ça vous savez le faire. Donc c'est moins K sur R puissance n-1. Et puis j'ai évidemment oublié le truc, c'est moins 1 divisé sur n-1 fois K sur R puissance n-1. Alors là, il faut faire attention parce qu'il doit y avoir un plus ici. Parce que quand je prends le gradient, ça vous fait... Ici, quand vous y arrivez, vous avez un moins n-1 sur 1 machin truc. Et quand vous faites moins, ça vous fait plus. Donc en fait, le gradient a vraiment ceci là. Si je ne me trompe pas. Voilà. Alors ces petites dérivées, il faut simplement que vous le fassiez chez vous tranquillement. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Alors si vous tracez le potentiel maintenant, il a deux formes qui peuvent être différentes là par contre. Vous avez ici, donc pour K positif, un truc qui est comme ça, une exponentielle décroissante. Puis sinon, pour K négatif, vous avez ça. Alors vous remarquerez que ici vous n'avez pas de point de stabilité, pas de point d'équilibre. Là vous avez un point qui est comme ça. Vous n'avez pas d'état, vous n'avez pas vraiment d'état lié non plus. Alors évidemment la divergence ici elle n'est pas très physique. Hein. Que bon, un potentiel qui diverge comme ça, c'est pas très physique. Donc en fait ici vous avez, alors ce qui est sûr par contre là, c'est que vous avez un état qui est dissocié, parce que là vous avez la particule qui part à l'infini, ça c'est clair. Et puis là, vous avez un truc attractif, mais qui va a priori être coupé par un potentiel qui va remonter ici. Donc, vous avez sûrement un état lié qui va apparaître ici. Voilà. C'est ça qu'on voulait vous faire dire sur ce truc-là. D'accord ? Ok. Donc, maintenant, alors, qu'est-ce qu'on a à faire encore ? Je peux vous dire des bêtises, on a encore un truc à faire là-dessus. Donc on a fait le 7-11, voilà, on vous demandait encore de faire le 7-11 sur la vitesse de libération. Alors ça c'est un petit exercice marrant, puisque c'est un exercice qui vous fait calculer en fait à combien il faut faire tourner une fusée ou un satellite
pour qu'elle s'arrache à l'attraction terrestre. Alors c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, hein, parce que la plupart des satellites qu'on envoie, ils restent en orbite. D'accord. Les satellites qu'on bazarde en haute atmosphère comme ça, c'est quand même assez rare. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule vraiment pour arracher un satellite. Un satellite qui va partir hors de l'attraction terrestre. Voilà, donc je vous laisse réfléchir aux grand 1, grand 2 qui sont très faciles. C'est des exercices pour montrer que ça dérive d'un potentiel. Et après, on va passer aux considérations énergétiques. D'accord? Donc, quand quelqu'un a une réponse, ben, il me l'a dit, ou il l'écrit dans la MP si j'arrive à le lire. Et puis, on continuera l'exercice. Ok? Donc, j'attends que quelqu'un ait une idée. On va vous donner une petite indication. Donc, si on écrit le poids, ça me fait chier, j'entends rien. J'entends rien du tout. Je vais essayer de quitter ça carrément. Parce que là, bon, donc là, on va vous demander. On vous demande simplement de. Vous avez. Alors, quelqu'un peut me donner ce que vaut le poids quand on est loin de la Terre? Une idée? Personne? Alors. Ça, c'est quand on est prêt. Mais là, simplement, quand on est prêt, simplement P égale mg. Vous êtes d'accord? C'est tout con. Bon. Alors, si on vous dit que le poids dérive d'un potentiel, vous l'écrivez comment? C'est tout con. Hein. Comment vous allez écrire ce potentiel? Donc on vous dit que la force, le potentiel, c'est le primitif de la force. En gros, c'est ça. Donc comment vous allez écrire ça? Si on vous dit que le potentiel, c'est la primitive de la force. La force, c'est mgh, c'est mg, pardon. Donc le potentiel, c'est quoi? Alors quelqu'un qui nous... Ben ouais. D'accord. C'est tout bêtement ça. Alors dans ce cas-là, vous prenez quoi comme origine du potentiel? Mgz, vous la connaissez cette formule, hein? Vous la connaissez, MCMG, enfin MGZ, c'est l'énergie potentielle que vous connaissez depuis que vous allez à l'école. Alors l'origine du potentiel, dans ce cas-là, elle est prise où? Ouais, elle est prise en... Ouais, c'est ça, c'est en Z égale 0. Bon, alors maintenant, ils vous disent, quand on est loin, on utilise la loi universelle de la gravitation. Alors celle-là, elle s'écrit comment? Vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez? Alors, comment s'écrit la loi universelle de la gravitation qui gère l'attraction entre deux corps?
Voilà. Alors, je crois qu'il y a un moins dans l'histoire. On va mettre D au carré. Fois U. Il faut mettre un vecteur, que ce soit propre. Bah, c'est super ça. Et donc le potentiel, l'énergie potentielle, si vous voulez, ça devient quoi? Veuillez écouter maintenant, c'est ce message personnel. L'éléphant s'est cassé une défense. Ici, Londres. Alors, quelqu'un trouve le potentiel qui doit être forcé ici? Alors, allez-y, réfléchissez. Vous avez le droit de gratouiller sur un papier. Hein. Alors, c'est quoi qui vous bloque? C'est comment il faut faire pour trouver le potentiel? C'est quoi qui vous coince ici? Dites-moi ce qui vous coince. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Bon, je vais prendre un nom, hein, sinon ça va pas avancer cette affaire. Boum. Hop, j'enlève ça, j'enlève ça. Alors, là on dit que la force est moins G mm2 sur D carré U. Et donc il faut chercher la primitive de ça pour trouver le potentiel, l'énergie potentielle. D'accord? Donc je vous laisse faire ça. Quand vous trouvez, vous me dites. Ça, je vais vous laisser un peu de temps pour faire, parce que c'est important que vous sachiez le faire quand même. Alors, ouais, ça, vous avez toujours du mal avec l'imitation. Tout à l'heure, sur la première expression, j'ai suivi ce que vous m'aviez dit. Hein. Vous avez appelé la variable z, et ici, on l'a appelée d. Alors, si vous voulez, on l'appelle z, hein, si vous voulez. Mais la variable, il faut savoir que la variable ici, vous voyez bien que quand vous... en général, l'énergie potentielle, vous appelez la variable z. Bon, ça, c'est votre choix. Hein. Et ici, il se trouve que la distance entre les deux particules, on l'a appelée d. Mais vous voyez bien que c'est ça, la variable. On est d'accord? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok. Répondez, hein, parce que sinon je suis perdu. Vas-y, ça commence à neiger. Ouais, dites-moi tout. Ouais. Allez, bougez pas, j'écris. Moins. Mmh, mmh. Voilà. Alors, il y a peut-être un signe qui est faux quand même. Moi, j'aurais mis plus là. Non, je sais pas. Vous en pensez quoi? Vérifiez. Vous croyez que c'est un plus ou un moins? Dites-moi votre avis.
que, vous voyez, je crois que quand on dérive un d, ça fait, comme c'est n, un moins 1 u', là le n c'est moins 1, vous voyez. Donc quand vous dérivez, ça vous fait moins g m1 m2 sur d carré. Donc comme là j'ai déjà un moins, il faut que je garde un plus ici, non? Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous le mettre, ah ben, je vais vous le mettre, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer un petit encart là, d'accord? La dérivée de x puissance n, c'est n. Je vais essayer de ne pas l'écrire comme un porc quand même. C'est n x puissance n moins 1. Vous êtes d'accord? Donc la dérivée de x puissance moins 1, ce qui est le cas ici, hein, d'accord, c'est moins 1 x puissance moins 2. D'accord? Pour ça qu'il y a un moins. Bon, c'est un détail. Hein. Je veux dire, en général, moi, je n'aimais pas les moins. Mais bon. C'est juste parce qu'on peut vous embêter avec ça. Mais bon, vous avez tout à fait raison. Est-ce que les autres ont compris son calcul? Non. Alors, on va dire, on va l'écrire différemment, d'accord? Pour vous aider, on va dire que tout ça, c'est A. D'accord? Donc, on va écrire que EP, je vais l'écrire ailleurs. Alors, je pense que son raisonnement, quand on cherche ce genre de truc, en général, on raisonne plutôt, je dirais, à l'envers. C'est-à-dire qu'on cherche la fonction dont la dérivée est ça. Je ne sais pas comment il a raisonné, mais en général, c'est comme ça que je raisonne. Donc, ce dont il faut se souvenir, c'est ce que j'ai marqué ici dans un coin. La formule à tout prix à savoir, c'est celle-là. D'accord? La dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n-1. Est-ce que tout le monde se souvient de cette formule? Ça, c'est une formule à savoir par cœur. Ok? Donc lui, donc ça, vous la retenez. Donc lui, ce qu'il a vu, c'est qu'ici, dans la force, on a d au carré. D au carré, il s'est dit, ça fait d puissance moins 2. D'accord? Et d puissance moins 2, ça ressemble quand même à la dérivée de d puissance moins 1. D'accord? Donc il s'est dit, la primitive de d puissance 2, ça doit être d. D'accord? Après, il suffit juste de regarder le signe. Donc il me dit, il y a un moins 1, il y a un plus 1. Et en fait, c'est bon. Donc en fait, ce qu'il faut que vous reteniez quand vous avez ce genre de choses à faire, c'est vous rappeler que x puissance n, la dérivée, c'est n x puissance n moins 1. Donc si vous avez un truc qui ressemble à d au carré, la primitive, c'est d puissance moins 1. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? Allô? Est-ce que quelqu'un veut plus d'explications ou est-ce que ça ira? Ouais. Alors, je vais essayer. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez ici, vous cherchez la primitive de A, d'accord, c'est un nombre, on s'en fout, sur x au carré. D'accord? Et ça, je ne sais pas comment on note les primitives. On va dire qu'on va le note comme ça. Ça, c'est moins A sur x. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est important à retenir, c'est cette formule-là. C'est que la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n-1. Est-ce que vous connaissez cette formule? D'accord. C'est cette formule-là qu'il faut que vous connaissiez. À partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on est en train de regarder là, c'est simplement la primitive de a fois x puissance moins 2. Ok? Est-ce que ça, c'est bon pour vous? Non, c'est A. Pour l'instant, je regarde juste la... Ah, non, mais c'est pas un moins que j'ai écrit là. C'est parce que c'est mal écrit. C'est juste un A.
Pour l'instant, j'ai fait juste que réécrire la même chose, sauf que j'ai écrit ax puissance moins 2 au lieu de a sur x puissance 2. C'est strictement la même chose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? D'accord, ça et ça, c'est la même chose. Donc c'est juste pour lui faire remarquer que c'est ça, la primitive de ça qu'on est en train de chercher. Donc il suffit qu'il regarde ça, et il va trouver ça. Est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant? Voilà. Bon, le potentiel, elle est prise où? Où c'est qui fait 0 ce potentiel? Il est pris où l'origine de ce potentiel? Allons, allons. Où est pris l'origine de mon potentiel là? Alors, où c'est qu'elle tend vers 0 cette fonction? Regardez bien. Voilà, donc l'origine est prise en d égale l'infini. Ok? Donc l'origine de l'énergie potentielle est prise en l'infini. Donc nous y voici, nous y voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ici un petit système où vous avez, alors, comment ça se passe pour notre petit satellite? Comment ça se passe pour notre petit satellite? Vous avez 1 et 2, d'accord? On a quelque ici. Donc ça, c'est la question numéro combien? Vous avez ici le R ou Z, si vous voulez, on va mettre Z. Vous avez un truc qui fait comme ça. Et puis ici, vous avez un cutoff qui est le rayon de la Terre. D'accord? Alors, le truc, c'est que en fonction de l'énergie mécanique de notre satellite, il va être soit lié, soit libre. C'est exactement le même exercice que pour notre joggeuse, notre skieuse qui passe des bosses. Si je mets ici une énergie mécanique qui est ici, ou qui est ici, c'est pas la même chose. Dans le cas 1, 2, 3, 4, bon, il ne va jamais pénétrer là, hein, parce que là on est dans la Terre. Donc le 4, 1 ou 2, j'ai des états liés. L'état 3, ça c'est un état limite, je dirais. Et l'état 4, c'est un état, je ne sais toujours comment il l'appelle, cet état libre. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris ce dessin? Parce que toute la subtilité
de notre problème, elle est là. Okay. Autrement dit, quand je suis ici, tant que je suis plus bas que cette énergie-là, mon satellite, il peut que osciller au fond du bol. Alors, soit il monte, soit il est plus bas, soit il y a de l'énergie cinétique, soit il y a de l'énergie potentielle, mais il est obligé de rester piégé là-dedans. Il ne peut pas s'en échapper. Et il faut que je lui communique assez d'énergie pour pouvoir, de l'énergie mécanique ou de l'énergie cinétique, pour pouvoir s'échapper ici. D'accord? C'est ça le principe de la vitesse de libération. Il faut qu'il aille assez vite pour pouvoir compenser l'énergie potentielle qu'il doit vaincre. D'accord? Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vous laisse 5 minutes pour essayer de réfléchir à ça et de réfléchir, d'abord de bien comprendre ce diagramme et d'essayer de voir comment on peut essayer de calculer la vitesse qu'il faut lui donner pour arriver à vaincre cette énergie de pesanteur. Ok, je vous laisse 5 minutes. Ah, il est là, il se cache là, il essaie de faire croire qu'il n'est pas là. C'est en cours? T'as 2 minutes? Alors, la Pierrick, parce que tu me disais qu'il savait un peu. Ah ouais, là tu vois. Éco-doctoral, pardon. Ouais, je demandais à l'auteur ce que tu préfères. Parce que tu m'avais dit, là, c'est quoi que tu m'avais dit? Ah, tu parlais que Paris Sud. Et Paris Sud, c'est pas la peine, c'est ça que tu me disais? Paris Sud, si vraiment il y a ce que j'appelle toute la suite. Alors, si je te résume, donc le plan Paris, ils ont pris quelqu'un d'autre. Paris Sud. Donc il y a. Parce qu'il me semble que tu m'avais dit quelque chose sur Diderot, il m'avait semblé. Il faut que je vois avec Parce que la question pratique, tu me dis s'il n'est pas. C'est qu'il y a peut-être une notion à Nancy. Est-ce qu'il doit la prendre ou il doit quand même tenter Paris? Parce que si tu cherches à Paris, c'est. Nancy, c'est pas financé, mais il va tenter une thèse franco-allemande. Nous avons des réponses. Alors, très bien. Parce que s'il cherche à Paris, qu'à Paris, de toute façon, il finit ses filles, c'est pas la peine qu'il fasse tout le temps. C'est pas Anne, c'est qui? Il y a ça quelqu'un. Parce que il me semble que tu m'avais dit quelque chose il y a 15 jours à un café, tu m'as dit que quelqu'un t'avait dit qu'il était éco-doctoral à Paris. C'était que Paris Sud. D'accord. Paris Sud, c'est celui dont on fait le D'accord, donc Paris Sud, c'est pas la... si c'est pas financé, c'est pas la peine de jouer Paris Sud. Non, pas toi. Le directeur. Il est bouché à l'académie. Comme par hasard, je me trompe pas. En pratique, Paris Sud, sauf si le gars te dit qu'il peut. C'est ça que ça veut dire, mais en plus, le gars, il est honnête. Il est bouché, il est honnête. Je vais voir. J'ai un financement, je fais confiance. Ça sera pas cette configuration-là. Par contre, ouais, dans ce cas, il faut que tu peut-être Paris Centre. Paris Centre, je vais appeler. Ou alors Nancy. Pour l'instant, je reste sur Nancy. Parce que le sujet avait l'air pas mal. Hein. Si c'est du magnétisme, je suis bien pour le magnétisme. C'est leur spécialité. C'est le magnétisme, c'est pas du métal. Je crois que c'est leur spécialité. Je te dis pas dans Hervé, mais je crois que c'est pas dans Hervé. Ah bah peut-être qu'ils ont cours, c'est peut-être ça qu'il a fait. Parce que je sais que c'est leur spécialité là. Je sais qu'à Nancy, si tu veux, c'est ce que je t'expliquais, tu as des labos, je sais pas tu as des labos très connus. Nancy, c'est pas le labo très connu, mais à
faire des labos, des fois, tu as des spécialités où les mecs sont très connus. Ouais. Je sais que Nancy, je suis Ouais, là, c'est vrai. sur le magnétisme, je crois qu'ils sont très connus. Christophe Châtelain. Ça, c'est vrai que je demande à Hervé Sarcelier parce que tu peux avoir dans un labo, parce que tu veux, un jour une spécialité où les mecs sont très connus. De toute façon, c'est pas ton plan A pour l'instant, donc si. Bah, maintenant, c'est le plan A, je le plan A et bien. Mais tu sais qu'il va écouter MS, tu vas écouter MS. Ah oui, t'as raison. J'ai oublié. Après, c'est vrai que je suis chiant. Vraiment, une tête, c'est pas tout. Une pole, ça aurait pu être pas mal. Hein. Bah, franchement, j'aurais adoré. Ouais. Dimitri Petrov, Jules Givois. C'est qui y va? Givois. D'accord. Mais on y a pas. Il sait s'il y a un financement ou pas? Pas de nouvelles. Je vais peut-être. Peut-être lui demander. Tu veux que je regarde un petit certain pour te donner un avis? Ouais. Bon. Demande à Hervé. Bon, est-ce que quelqu'un m'a trouvé une solution là-dessus? D'accord. Est-ce que quelqu'un a une idée sur quoi comparer à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi? Non. Ce qui se passe, c'est que vous avez un graphe où, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez deux tonneaux. Vous avez un tonneau qui s'appelle énergie potentielle, un tonneau qui s'appelle énergie cinétique. Vous avez de l'eau qui passe de l'un à l'autre. Ça s'appelle l'énergie. En gros. Cette énergie totale, qu'on peut appeler l'énergie mécanique, si vous voulez, elle va se conserver. Vous n'avez pas le droit d'en créer. D'accord ? Au mieux, vous pouvez en perdre. Quand vous avez des frottements, vous allez en paumer. Mais quand vous n'avez pas de frottement, vous avez le droit de passer votre eau de l'un à l'autre. Ah, d'accord ? Mais tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez même pas la changer en vin, vous n'avez rien à en faire. D'accord ? Donc, en gros, ce que vous imaginez, c'est que quand je suis dans mon puits, là, okay, quand je remonte là, je gagne de l'énergie potentielle. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon eau, elle est en train de passer du tonneau énergie cinétique au tonneau énergie potentielle. Et puis ça remplit le tonneau énergie potentielle, ça remplit. Puis à un moment, mon tonneau énergie cinétique, il est vide. Et mon tonneau énergie potentielle, je ne peux plus le remplir puisqu'il est vide. À ce moment-là, je ne peux plus rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est à nouveau transvaser du tonneau énergie potentielle au tonneau énergie cinétique. Et je fais ça. D'accord ? Et en fait, la barrière, elle n'est pas verticale. Elle est enfin, bon, on s'en fout. Et puis je recommence. Je remplis tout le... Donc c'est un état piégé. Il ne peut pas aller plus loin que ça. D'accord ? Lui, il est paumé. Il est foutu. Il n'ira pas plus loin que ça. Alors le pas plus loin que ça, c'est, si vous voulez, on va le tracer. Le pas plus loin que ça, c'est facile, il est donné par ça. C'est-à-dire par l'énergie totale, par l'énergie mécanique qu'il a. C'est-à-dire le EC plus EP. Dans ce que j'appellerais la quantité d'eau, si vous voulez. Ok ? Donc j'ai un tonneau EC, un tonneau EP, je passe de l'un à l'autre. D'accord ? Et la quantité d'eau que j'ai, c'est celle-là. Donc il n'ira pas plus loin que ça. Oh, putain, il n'ira pas plus loin que ça. D'accord ? Il ne peut pas aller plus loin que ça parce que quand il arrive là, il n'a plus d'eau à transvaser. Donc il est bloqué. Est-ce que tout le monde comprend cette image à peu près ? Ok ? Bon, alors le problème, c'est que si je veux aller plus loin, parce que moi, mon but, c'est de l'envoyer là. Je veux qu'il aille à l'infini. Alors pour ça, je n'ai pas tellement d'oscillation, il faut que je rajoute de l'eau. Parce qu'il faut que quand je passe ici du tonneau, quand je commence à remplir mon tonneau énergie potentielle, il faut que je puisse continuer, jusqu'à l'envoyer là. Est-ce que vous comprenez l'image ? C'est clair ça ? Allô ? C'est bon ou c'est pas bon ? C'est bon ? Donc si je veux continuer à remplir mon tonneau, il faut que j'ai plus d'eau. Sinon ça ne va pas le faire. D'accord ? Et alors, on va considérer qu'on part
du rayon de la Terre, donc de là. Et il faut au départ, je lui donne assez d'eau pour aller jusque-là. Mais au départ, son eau, je pars uniquement du tonneau énergie cinétique. Parce qu'au départ, celui où je pars, c'est le tonneau énergie cinétique. Et là, je suis en train de vider le tonneau énergie cinétique à l'intérieur du tonneau énergie potentielle. Donc ici, je remplis au départ, le tonneau que je remplis au départ, c'est le tonneau énergie cinétique. Et le tonneau énergie cinétique, progressivement, je vais le vider dans le tonneau énergie potentielle. Donc, quelle quantité d'eau il faut que je prévoie au départ de mon voyage? Il faut que je prévoie toute cette quantité d'eau, de telle façon à pouvoir la verser dans le tonneau énergie potentielle pendant ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de mettre des chiffres là-dessus. D'accord? Parce qu'une fois qu'on a compris le principe, il faut que je mette ça d'eau, d'accord, dans mon tonneau énergie cinétique. Alors maintenant, il suffit que je regarde. Qu'est-ce que ça veut dire ça d'eau? C'est-à-dire en termes d'énergie. Et comment je le traduis en termes de vitesse. Ok? Donc ça, c'est la partie un petit peu plus... Une fois qu'on a compris le principe, d'accord, qu'on a compris le jeu, maintenant, il faut réfléchir un peu à qu'est-ce que ça veut dire en termes de vitesse, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'énergie potentielle, et tout ça. Ok, je vous laisse encore 4 minutes. J'aimerais bien que quelqu'un arrive au moins à avoir des idées à peu près claires sur qu'est-ce que c'est que ça, comment je traduis le fait que je remplisse mon tonneau avec ça au départ. D'accord? N'oubliez pas que je veux remplir mon tonneau d'énergie cinétique, sachant qu'il faut que je prévoie une réserve de ça pour pouvoir envoyer mon satellite là. Ok? Donc vous essayez de me faire ça. D'accord?
Bon, alors, est-ce que quelqu'un m'a trouvé une petite idée pour ça? Alors, pareil, on va commencer à interroger un peu. Il faut comparer cette énergie, ça c'est une énergie dite potentielle, vous êtes d'accord avec moi? Avec l'énergie cinétique au départ. Donc on va dire qu'au départ, notre satellite, il a une vitesse, on va dire, alors on va le faire proprement. Au départ, on va dire qu'il a une vitesse V0, ok? D'accord? Et ça, on va appeler ça l'énergie potentielle à gagner, si vous voulez. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pouvez essayer, avec tout ce qu'on a vu dans l'exercice, de me dire ce que vaut cette énergie potentielle? Et alors là, regardez bien ce qu'on a fait dans les premières questions. Regardez ce qu'on a fait avant. Quelqu'un peut l'aider, hein, si vous voulez. Alors, essayez de regarder les questions 2. Les quoi dans les questions 1 et 2? Ouais. Et est-ce que ça peut vous aider, ça? En quoi ça pourrait vous aider? On va calculer le potentiel de quoi, dites-moi? Ouais. Mais le potentiel qu'on a calculé, par exemple le potentiel des deux objets là, avec le G petit m1, petit m2, etc. Comment vous, pardon, pourriez le relier à cette énergie-là qu'on recherche, à ton avis? Hmm. Autrement dit, cette énergie-là, elle représente quoi pour vous? Alors, est-ce que quelqu'un peut venir l'aider? Voilà, je vais chercher quelqu'un d'autre qui va l'aider. Il n'y a pas de Monsieur Yacine? Allô? Il est parti? Bon, ça fait partie des gens qui se connectent puis qui partent prendre un café. Donc, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est le potentiel en fonction de la distance? Donc, mon satellite, il est là au départ. Quand il fait ça, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà, donc vous voyez, vous savez très bien ce que c'est. Donc ça, cette distance-là, elle représente quoi? Enfin, pas exactement, je veux dire. Cette différence d'énergie potentielle, ça c'est une différence d'énergie potentielle, vous êtes d'accord? Et c'est la différence d'énergie potentielle entre quoi et quoi? Voilà. Et voilà. C'est-à-dire, c'est exactement celle qu'on cherche. Puisque nous, on veut l'envoyer à l'infini. D'accord? Nous, on veut l'envoyer à l'infini, donc on cherche exactement à lui donner l'énergie potentielle, une énergie potentielle suffisante pour l'envoyer à l'infini. Donc, vous voyez que vous savez très bien, il suffit de vous le demander. Vous savez beaucoup plus de choses que vous le pensez.
La seule chose, c'est que vous bloquez parce que vous dites « je ne sais pas », ce qui n'est pas vrai. Quand on vous le demande, vous vous rendez compte que vous le savez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, donc, on va aller un tout petit peu plus loin que ça. Donc, maintenant, la variation d'énergie cinétique, ça va être quoi? À quelle vitesse il va? Donc, on a dit qu'au départ, il va au départ, il va au départ, il a quoi comme énergie cinétique au départ? Voilà. Et à la fin, il a quoi? Ouais. Et si on considère vraiment le cas limite? 0. D'accord? C'est-à-dire que nous, notre problème, on considère qu'on l'envoie, on lui met l'énergie minimale. Donc il va y arriver à l'infini, mais il va s'arrêter. Si vous voyez ce que je veux dire? Il y arrive. Voilà. Bon, ok. Donc en fait, notre problème à nous, c'est qu'on veut que l'énergie potentielle à l'infini moins l'énergie potentielle en 0 soit égale à 1 demi de m v0 carré moins 0. Bon, je ne vous garantis pas le signe. Est-ce que tout le monde comprend le principe? D'accord? Est-ce que tout le monde a compris le principe de ce jeu-là? C'est bon? Donc ça, c'est vachement important ce raisonnement parce qu'il est tout con. Mais simplement, on est en train de dire que voilà, il faut que cette énergie-là soit compensée par l'énergie cinétique. Alors maintenant, je vous écoute. Donc on va demander à quelqu'un, parce que je ne demande pas à quelqu'un. Maintenant, ben, je vous écoute. Voilà, on va faire. Je vous écoute ce que je mets pour ces différents termes. Voilà. Je vous attends. Bah, EP infini, EP0, admin V0 carré. Admin V0 carré, c'est admin V0 carré, ça c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que je mets pour EP infini? Qu'est-ce que je mets pour tout ça? Qu'est-ce que je mets que je remplace, quoi? Qu'est-ce que je mets pour remplacer? Vous pouvez regarder l'exercice, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez. Hein. Et les autres, vous pouvez l'aider d'ailleurs, plutôt que les laisser dans la mouise. Hein. Si. Donc ça, c'est 0. C'est pas un piège, hein, effectivement. On a dit que... Et en fait, vous voyez qu'en fait, le principe quand on est à la limite, c'est qu'on dit que EP à l'infini est 0, EC à l'infini est 0. Donc en fait, tout se joue ici. Donc ça veut dire que 0 moins, là je vous laisse regarder, ouais, alors en fait, on va appeler ça rayon de la Terre, si vous voulez. Ça vous va comme ça? RT, rayon de la Terre. Hop. Et puis de l'autre côté, c'est 1,5 de MV2. D'accord? Alors attendez, on va noter ça proprement parce que M1, c'est petit m du coup. D'accord? Parce que c'est le même des deux côtés. Vous êtes d'accord avec moi? Allô? Donc on simplifie tout ça. Poum. Évidemment, on s'est planté dans le signe parce que ça devient négatif. Donc on remettre le signe de mon côté. Et nous, si ce qui nous intéresse, c'est V0. Donc ça, je vais le faire pour essayer de ne pas me planter. Est égal à 2 RT divisé par G
mt avec une racine carrée. Ce qui est très sympa, c'est que ça ne dépend pas de la masse du satellite, c'est une donnée universelle. Alors pourquoi ça ne dépend pas de la masse du satellite? Parce que vous avez une fois la masse qui intervient dans l'énergie potentielle et une fois la masse qui intervient dans l'énergie cinétique. Alors, le premier qui trouve la valeur numérique me la donne. Et on verra si je me suis trompé, parce que moi j'ai une valeur en tête. Enfin, je connais la réponse, donc si je me suis trompé, c'est pas ça, c'est que je me suis planté. Allez, le premier qui trouve. Ouais. Ouais, c'est MT. Ouais. On peut mettre MT. On va mettre MT. Ici, MT. Voilà. Allez, je vous laisse vous jeter sur la calculatrice. Ah oui, vous n'avez pas RT, c'est ça? Mais vous ne le donne pas dans le TD. Le TD, le rayon de la Terre, c'est 6400 km, la masse, c'est 624 ou un truc comme ça. Si, masse de la Terre, c'est 5 10 puissance 26, 10 puissance 24. Le rayon, c'est 6400. Ah ouais, vous les connaissez pas par cœur, effectivement. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, vous inquiétez pas. Ah non. Par contre, le rayon de la Terre, c'est 1400 km, c'est gros une Terre. C'est gros. En fait, c'est pas très gros par rapport à une planète, mais il faut quand même savoir que voilà, une Terre, c'est une belle bête quand même. 6400 de rayon, ça commence à faire. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ils ont mesuré le méridien pour faire le mètre à la Révolution. Je pense pas qu'ils aient pris une petite ficelle et qu'ils soient partis en marchant. Je sais pas comment ils ont fait. Il y a un truc que vous pouvez retenir facilement parce que c'est marrant, c'est la distance Terre-Soleil, c'est 1 seconde-lumière. C'est un hasard, mais ça tombe comme ça. Facile à retenir ça. Alors, le premier qui trouve. Qu'est-ce que vous appelez bizarre? Moins 4. Moins 4 plus 4. Non, là on s'est planté. Alors peut-être que c'est moi qui me suis planté. Attendez, faut que je vais. Non, mais attendez, je vais vérifier que notre formule est bonne quand même. Parce que ça se trouve, on me suit train quelque part. La formule nous donne. La formule nous donne. Je vais pas commencer d'ailleurs. 10 moins 11. Ouais.
Ouais, ok. Je crois que c'est bon. Je vais attendre ça. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. Non, c'est pas bon votre résultat, mais notre formule est bonne. Non, parce qu'il y a un truc qui va pas, qui est pas du bon côté de la ta. Ah oui, non, mais ouais, non, mais il y a un truc qui est violemment faux. Non, mais attendez, il y a un truc qui est complètement déconnant quand j'ai inversé ma fraction. Ouais, non, mais c'est là que c'est complètement faux. Ouais. Il n'y en a pas un qui l'a remarqué. Ça, c'est complètement faux, ça. Vous n'avez pas vu quand j'ai inversé ma fraction? Ouais, non, mais c'est complètement faux. C'est 2G. Il y a un truc que j'ai passé en bas pour une raison que je n'ai pas comprise. Donc. Je pense que ça ira mieux comme ça. Oui. Ça, c'est Madame Blache, non? Le moins, pourquoi il y a un moins? Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'a pas fait gaffe. En fait, c'est comme ça, je pense. Ouais, parce qu'on l'a fait à l'arrache quand on l'a fait avec monsieur. Je sais plus avec qui je l'ai fait, mais ouais, c'est un plus. C'est pour ça que j'ai enlevé le plus. Non, mais c'est chiant ces signes, alors je le mets à la fin. Je suis vénère. Voilà, comme ça ira mieux pour la vitesse. Ça, quand vous trouvez des résultats à la con comme ça, regardez si vous n'êtes pas planté dans une fraction. Quoi. Regardez l'homogénéité si vous ne pouvez pas planter dans une fraction, parce que là, je me suis dit que s'ils sont 3 à trouver 10-4, c'est peut-être que le résultat est faux. Quoi. Effectivement. Non, mettez-moi en kilomètre/heure. Non, c'est pas assez. Attendez, je vérifie quand même, je vais faire le calcul moi-même. Non, c'est pas assez. Alors, je vais vérifier que je ne me suis pas planté quand même. Ah, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus. En kilomètres par seconde, donnez-le-moi. Ouais, c'est comme ça qu'on l'a en général. Ouais. Pourquoi elle me donne ça ma calculette là? Elle déconne ou quoi? Putain, moi j'avais le bon résultat là. Alors 2. La masse de la Terre. Faut que je prenne peut-être les chiffres exacts pour trouver le bon résultat. Mais ça va pas marcher. 6 10 puissance 24. Ensuite le rayon de la Terre. 6,4 10 puissance 6. Carré. Et ouais, moi j'ai le bon résultat par contre. Ouais, c'est ça, moi j'ai le bon résultat, donc vous allez vous tromper dans vos calculs. Refaites-le. 2 GMT sur RT, ça me donne bien le bon résultat. Alors c'est bien un 2, on est d'accord. Hein. Le machin là, c'est un 2. Je vous le réécrire bien, c'est bien un 2, on est d'accord. La formule, c'est bien 2 GMT sur RT. Comment vous pouvez vous tromper à ce point? Bon, on va le faire à la main si vous voulez, d'accord? Bon, allez, on va le faire à la main, d'accord?
Allez, application numérique. V est égal à 2 GMT sur RT. C'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait 2 fois... Alors, donnez-moi les valeurs numériques, je ne les ai pas sous la main. C'est 6, 6, 10 moins 11, c'est ça? La masse de la Terre, c'est combien? C'est 6... Parce que je sais plus... Attends, il faut que je regarde mon dernier truc, alors... On va mettre les chiffres un peu exacts quand même pour essayer de voir un truc. 6 combien? Voilà, ok, donc 6, 10, 24. Et le rayon en bas, c'est... le rayon équatorial, il me dit que c'est 6,416. C'est ça? Avec une belle racine carrée. Bon, bah écoutez, c'est pas bien dur, ça nous fait 2 fois 6,6 fois 6 sur 6,4 fois 10 moins 11 fois 10 puissance 24 sur 10 puissance 6. On va peut-être arriver à le gérer, ça, non? Bon, 6, 6 sur 6, 4, on gire. D'accord? 2 fois 6, ça a des chances de faire 12. Non? Alors maintenant, il faut compter ça. Ça fait 10 moins 17. 24 moins 17, ça fait combien? 24 moins 17, ça fait 5. Non? 7. Ça fait 7. Merci, Madame Blache. Je reconnais même votre voix maintenant. Vous jouez aux chiffres lettres, non? Et vous, ça fait un truc qui est de l'ordre de 10 puissance 4. D'accord? En mètres par seconde. 10 puissance 4 mètres par seconde, donc ça vous fait de l'ordre de 10 km par seconde. Ok? Et alors, c'est ça, en fait, le résultat exact, je vais vous dire. Ah, mais il y en avait un qui l'avait, je suis désolé, hein, s'il y en a un qui l'avait, le résultat exact. Je suis désolé s'il y en a un qui l'avait, que j'ai pas entendu, hein, c'est ma faute. C'est 10,6. Non, je vais vous dire pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi, le km par seconde, parce que traditionnellement, vous l'entendez comme ça, ce chiffre. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un chiffre, quand on vous demande la vitesse de libération, en général, les gens vous donnent en km par seconde. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être historique. Les gens retiennent le chiffre. En fait, les gens retiennent le chiffre. Les gens vous disent toujours 11 km par seconde. Voilà. Les gens vous donnent ce chiffre, 11 km par seconde. Donc, si vous arrivez à courir à 11 km par seconde, vous pouvez échapper à la pesanteur. Mais c'est un chiffre intéressant parce que 11 km par seconde, ça commence à aller vite quand même. D'accord? Et alors, ce que vous pouvez voir quand même, c'est que si vous regardez où sont installées les bases de lancement dans le monde, c'est-à-dire que ce soit au Texas, ou que ce soit la base russe, ou que ce soit surtout la base européenne, qui est à Kourou. Est-ce que vous savez pourquoi on l'a mis à Kourou? Quel est le gros avantage de Kourou? Non? Ouais, dites-moi. Ouais, elle n'est pas aplatie, c'est au pôle qu'elle est aplatie. Mais on est exactement à l'équateur. Donc à l'équateur, la Terre tourne un peu plus vite. Vous êtes, comme la Terre c'est une sphère, comme vous êtes loin du centre, d'accord, quand vous faites tourner, comme vous êtes très loin du centre, vous tournez un peu plus vite. D'accord, vous êtes loin du. C'est l'exercice de cinématique, hein, d'accord. Quand vous êtes loin du centre, la vitesse c'est R θ point. Donc quand le R est plus grand, vous tournez un peu plus vite. Alors vous me direz, comme vous cherchez 11 km par seconde, bon, c'est pas. Ce que vous allez gagner, si vous voulez, du fait que vous êtes un peu loin du centre, c'est pas BZF. Je crois qu'on gagne de l'ordre du pourcent. Ce calcul n'est pas très dur à faire. Hein. Mais vous êtes tellement limite, parce que vous avez des tonnes de trucs, c'est quand même, je sais plus combien de poids, mais enfin, le poids d'une fusée, c'est phénoménal. Et vous voulez lancer ça à 11 km par seconde, ce qui est vraiment un défi. Le pourcent que vous allez gratter, c'est pas négligeable.
Alors lancer une fusée au pôle Nord, c'est la plus mauvaise idée parce que là, vous gagnez rien du tout. Vous prenez dans les dents tout à lancer. Et lancer sur l'équateur, c'est la meilleure idée parce que donc c'est pour ça que Kourou, c'est une des meilleurs endroits parce qu'on est pile sur l'équateur. Alors le défaut, c'est qu'il fait toujours pas beau là-bas. Vous attendez qu'il fasse beau pour lancer. Et là, vous grattez les quelques pourcents qui vous aident à lancer parce que 11 km par seconde pour envoyer ça avec les masses détruites, c'est quand même pas évident. Bon, ceci dit, c'est rare qu'on veuille aller aussi loin que sortir qu'on atteigne la vitesse de libération. Mais même pour aller plus bas, vous avez besoin de lancer assez vite et c'est quand même utile d'avoir ce genre de truc qui vous aide. Ok. Donc vitesse de libération 11 km par seconde. Alors ensuite, on vous demande de comparer pour la Terre, le Soleil. Donc c'est la masse qui change. Hein. Donc plus vous êtes lourd, plus il faut une vitesse de libération importante. Donc pour le Soleil, c'est pas gagné. D'accord. Et vous verrez que pour le Soleil, si vous voulez qu'aucune particule ne s'échappe du Soleil quand il s'effondre sur lui-même, il faudrait que vous ayez un rayon de 3 km. En fait, il faut que vous ayez comme vous avez, si vous voulez, quelque chose qui fait intervenir une vitesse de libération, qui fait intervenir le rapport de la masse sur le rayon, en fait, c'est la densité qui va intervenir, plus ou moins. D'accord. Bien, nous allons passer au chapitre suivant, avec un exercice. Alors l'exercice sur les oscillations, souvent, il vous pose un peu... C'est pas facile les oscillations, c'est pas quelque chose de facile. Et surtout, il fait intervenir souvent des équations avec des sinus, des cosinus que vous aimez pas. Et puis des équadifs. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué pour vous. Mais c'est pas... Bon, vous l'avez fait en cours, hein, je suppose. Donc en général, ça fait un peu des dégâts, ce genre de choses. Dans le principe, c'est pas compliqué. Donc, on vous propose de mettre l'oscillation d'un ressort. Bon. Donc, vous avez un ressort comme ça. Hein. Et puis, vous avez une masse. Tac, 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 tac. Au repos, elle est comme ça. Ok. Voilà. Donc, on a un 0 ici. Et puis ici, on a l'axe des X, hein, si vous voulez. Et puis, on vous dit qu'au départ de l'action, donc mon carré, je vais le mettre là, en une position X. Et puis je le lâche. Alors évidemment, tout le monde sait bien ce qui va se passer. Le truc va faire zoom, 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 zoom. Et puis il va se mettre à osciller. Et puis au bout d'un moment, s'il y a des frottements, il va se mettre à s'arrêter. Puis s'il n'y a pas de frottement, il va continuer à osciller. D'accord. Et donc on vous propose de faire d'étudier ça. Alors la première chose, c'est de faire le bilan des forces qui s'exercent là-dessus. Donc je vous écoute. Quelles sont les forces qui s'exercent sur cette masse ? Ouais, donc on va les appeler, mettons, F1 et F2. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, il y a le poids. Et puis, voilà, exact. Merde. Plus la réaction. Alors, vous voyez qu'en fait, ce problème-là, finalement, on va régler le problème du poids et de la réaction parce que quand il n'y a pas de frottement, en fait, tout l'intérêt du mouvement, il est selon X, hein, d'accord ? Selon R, quand il n'y a pas de frottement, il ne va rien passer de bien palpitant. Donc en fait, ce qu'on va écrire tout de suite, c'est que P plus R est égal à 0. Poum, ça c'est réglé et on s'en occupe. Okay. Alors s'il y avait des frottements, il faudrait faire quand même attention. Hein. Mais pour l'instant, P plus R égale 0 et la baisse est vite. Bon. Et maintenant, ils nous disent, ben voilà, appliquer dans la question 2. Donc la résultante des forces, premièrement. Si nous demande la résultante des forces.
Alors, la résistance des forces, dites-moi tout. Alors, on va quand même mettre un petit, on va mettre un petit, on va mettre un axe quand même, ça sera peut-être mieux. On va mettre un axe parce que, voilà, on va mettre un petit UX en vert là. On va faire pour que vous le voyez là. Bon, allez, j'attends que vous me disiez F1 égale F2 égale, et on cherche l'énergie potentielle. Je vais le mettre plus loin un peu, sinon ça n'aura pas le temps. Hop. Voilà. Alors, j'attends vos propositions. Ah, je crois qu'ils ont le même cas, hein, tous les deux. Ouais. Ils ont le même cas. Alors, ils graduent en L. Ouais, tout à fait. Fois UX. Ouais, c'est ça. C'est ça que vous voulez me dire? C'est ça que vous voulez dire? Attendez, on se met en X ou en L? C'est comme vous voulez. Hein. Bon, on va y aller en X. Alors écrivez-moi, donnez-le-moi en X. Donc si on met x0 égale 0, c'est ça que vous voulez me dire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on écrive les choses comme ça. On va dire que c'est K, x moins x0 ux. Parce que 1 ressort, sa force c'est K fois x moins x0. D'accord? Après, on prendra x0 égale 0 éventuellement. Alors F2 maintenant. Ouais, c'est ça, F2. Alors, je suis pas pour faire attention. Il y a un moins ici, je suis d'accord avec vous. Parce que ça tire vers la gauche. Ok? Alors, maintenant, l'autre. Ici. Donc c'est quoi? Ça me paraît, bien. Ok. Et l'énergie potentielle. C'est quoi l'énergie potentielle d'un ressort? Alors, si la force c'est ça, l'énergie potentielle c'est quoi? Alors, l'énergie potentielle c'est la primitive de la force. Donc, alors on va aller regarder ici. Alors, aparté. F est égal à 1 demi de kx2. Ça fait que l'énergie potentielle c'est quoi? Pardon, c'est 1 demi de kx.
Donc l'énergie potentielle, c'est quoi? Non, mais on va juste regarder ce cas-là très simple d'abord. On regarde ça. Si j'ai là une force qui est en ami kx, non, une force qui est en kx, pardon. J'ai F égale kx, qui est le cas d'un ressort. L'énergie potentielle, elle est en quoi? Ouais. Ok. Donc là, mon énergie potentielle, elle devient quoi? Allez-y, je vous écoute. Vous aviez bon, hein, tout à l'heure, j'ai pas dit que vous aviez faux. Ah, alors attention, là, un demi de quoi? Faites attention. C'est un demi de quelque chose au carré, mais quoi? Voilà. C'est x moins x de 0, hein. C'est pas x carré moins x carré, d'accord? Plus la même chose, en fait, de l'autre côté, d'accord? Parce que les énergies, vous êtes d'accord avec moi qu'elles s'ajoutent des deux côtés. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'énergie potentielle, que le ressort tire ou pousse, ça fait la même énergie potentielle. C'est pas des vecteurs, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est des scalaires. L'énergie potentielle que je pousse ou que je tire, ben, l'énergie potentielle, quand je prends un objet, que je le tire, que je le pousse, je lui donne une énergie potentielle dans les deux cas. Donc c'est toujours un plus. Bien, nous sommes d'accord. Hein? Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer d'être logique. C'est-à-dire que quand vous soulevez un objet, l'énergie potentielle, si vous voulez, quand j'ai une masse que je pousse, que je la pousse ou que je la tire, pour elle, je lui donne du travail. D'accord? Alors maintenant, ouais. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas compris votre question. Si, mais on verra plus tard. Pour l'instant, on peut sommer, etc. Ça fait. Vous voulez dire, on peut sommer, oui, ça fait kx moins x 0 au carré. Mais ça, on va s'en servir plus tard. Alors, écrire la relation fondamentale de la dynamique. Donc, voilà. Donc, je vous attends. Ouais, on peut l'écrire comme ça. Somme des forces. D'accord? Et donc, ça vous donne directement que M x point est égal. Alors, j'écris quoi là? C'est-à-dire, il y a une faute dans ce qu'on vient d'écrire. En haut. Bon. Bon, alors, essayons d'avoir du bon sens. J'ai mon truc. Essayons d'avoir du bon sens. Déjà, la somme ne fait pas 0, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Physiquement, la somme ne fait pas 0, c'est bon. Donc, j'ai mon truc qui est là. Elle fait 0 à l'équilibre, ça je suis d'accord, mais là, elle ne fait pas 0. J'en ai un qui pousse dans ce sens et un qui pousse dans ce sens. D'accord? Donc, j'ai F1 qui doit être négative, clairement, parce qu'elle pousse vers la gauche. Okay. Donc, j'ai F1, ça j'ai toujours le droit de l'écrire. Pour l'instant, on va écrire ça comme ça. J'ai F1 plus F2. Ça, c'est toujours vrai. Pour l'instant, c'est des vecteurs. Donc, des vecteurs peuvent être positifs ou négatifs. Okay. Maintenant, quand je projette, c'est là, Achtung bicyclette, il faut que je fasse attention. D'accord?
Parce que f1, il doit avoir une forme k x moins x0, mais il est négatif celui-là, parce qu'il part vers la gauche. D'accord? Et le deuxième, f2, il part aussi vers la gauche, donc il doit aussi être négatif. Ben, f2, il pousse. Hein. Si mon ressort est... Ah oui, mais attendez, ressort comme ça. Et si vous avez deux ressorts comme ça, si j'en ai un qui tire, ça veut dire que l'autre, il est en compression. Et l'autre, il est en compression, il pousse. Vous êtes d'accord avec moi? Ben oui, en fait, f2, je l'ai représenté comme ça, mais c'est faux. Parce que f2, je l'ai représenté comme ça, mais en fait, il est en compression, f2. Voilà, en fait, la représentation, elle est fausse. En fait, f2, il pousse. D'accord? La vraie représentation, c'est ça. Donc là, c'est assez piégeux, ce truc-là. Il faut bien penser aux signes, là, d'accord? Donc ça nous fait moins 2k x moins x0. Ok? Donc faites bien attention dans tous ces problèmes-là. Et là, dans les oscillations, c'est super, super important. Alors là, pour une fois, les signes, je fais attention. Okay. Moi qui ai tendance à ne pas faire attention aux signes, là, pour le coup, je fais super attention parce que si vous plantez dans les signes, vous trouverez n'importe quoi comme résultat. Là, oui, c'est un moins. Oui, là, on n'a pas fait attention, mais c'est un moins. Oui, c'est un moins aussi. Là, on n'a pas fait gaffe en projetant, mais c'est un moins. Parce que sur le dessin est faux. Pour l'instant, c'est un schéma. Mais F2, il pousse. F2, il pousse. Donc là, dans ces problèmes d'oscillation, notez-le bien, le signe est vachement important. Donc là, c'est pour ça que j'ai passé 2 minutes à travailler là-dessus. D'habitude, je ne l'aurais pas fait, hein, parce que les signes m'en font un peu. Mais là, je sais que dans ce genre d'équation différentielle, le signe, il est primordial. Ok? Donc, je vous mets juste... oui, j'ai oublié un 2. Continuons. Ah oui, alors là, l'origine... Donc l'équation qu'on va trouver, c'est simplement... Alors là, il y a un tout petit truc que je voudrais vous montrer avant qu'on s'arrête. J'obtiens que m x point plus k x moins x0 est égal à 0. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit changement de variable. Alors ça, je sais que vous n'aimez pas du tout. Et le changement de variable, il consiste à dire x, grand X égale x moins x0. Alors pourquoi je peux faire changement de variable facilement? Parce que si vous regardez, vous apercevrez que x point est égal à x moins x0 point. Et x point égal à x moins x0 point, parce que vous avez x0 point égal à x0 point égal à 0, puisque x0 est une constante. Alors pourquoi je vous propose de faire ça? Parce que j'ai oublié un 2, donc quelque part ou pas? Alors pourquoi je vous propose de faire ça? Simplement parce qu'à ce moment-là, vous arrivez avec ce changement de variable à une équation qui prend la forme suivante, qui vous prend la forme 2x point plus 2k sur m x qui est égal à 0. Okay. Et ça, c'est une forme beaucoup plus sympathique que celle qu'on vous propose là-bas. Okay. Et vous pouvez l'écrire sous la forme x point. Alors moi, je rajoute un carré parce que je pense qu'ils sont plantés dans l'énoncé. Plus oméga 0 carré x est égal à 0 avec oméga 0 carré qui est égal à 2k sur m. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous demandait pour la première partie. Ok? Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous demanderai pour la semaine prochaine, qui sera la dernière séance, hein, si je n'abuse. Donc pour la semaine prochaine, je vous demanderai de finir cet exercice. D'accord?
de faire les 8, 2 et... Alors le 7-12, je sais plus pourquoi j'avais prévu, parce que je crois qu'il est... Non, les 7-12, on va laisser tomber, on n'aura pas le temps. Donc de faire cet exercice... Ouais, c'est remarqué le 7-12. Donc on va faire cet exercice, préparer le 7-12 et le 8-2. Donc 8-1, 7-12, 8-2. Ok. Puis comme d'habitude, je vous mettrai tout ça en ligne ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Voilà, donc au vu de ce que je vois, donc je suis content parce que vous participez un peu plus. Par contre, je pense qu'il faut vraiment que vous ayez un travail sur votre cours. C'est clairement un déficit de travail sur le cours. Donc, je sais que c'est pas facile en distanciel, mais faut que vous travaillez un peu plus sur votre cours. Ok? Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite un bon week-end.